Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose donc le problème numéro 1, c'est un vrai ou faux, du CAPES de mathématiques 2022. On en parle beaucoup en ce moment, donc c'est l'occasion de regarder ce que c'est. Donc ici, premier exercice, on va dire simple, hein, parce que c'est des notions pour la plupart qu'un bon élève de terminale peut faire. Donc on a ici ensemble de nombres, c'est donc étude sur les nombres irrationnels, on est sur le programme de seconde, alors évidemment, faut être un très bon élève de seconde pour réussir à faire ça, mais c'est au programme de seconde. Ensuite, géométrie dans le plan, ça, on est au programme de première. Ensuite, géométrie dans l'espace. Matrice, donc ça, c'est bac plus 2, on va dire. Suite, probabilité avec le loi binomiale et arithmétique pour ceux qui font maths expert. Donc, voilà, habituellement, je mets plutôt sur de vidéos sur ma chaîne post-bac. Là, aujourd'hui, ça peut intéresser ceux qui sont en terminale, qui s'intéressent aux maths. Donc, on est parti tout de suite avec les ensembles de nombres. Première question, donc tout entier relatif non nul possède un inverse dans Z pour la multiplication. Alors, je vous dis tout de suite, c'est faux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un inverse? Et donc, je vais prendre, par exemple, le nombre 2. 2, c'est bien un entier relatif. Z, c'est les entiers relatifs. Un inverse de 2, donc on va dire que n est inverse de 2, ça signifie, ça équivaut que 2 fois n est égal à 1. D'accord? Conclusion, ça veut dire que n est égal à 1 demi. Or, 1 demi n'appartient pas à Z, donc forcément, 2 ne possède pas d'inverse dans Z. D'accord? Donc conclusion, eh bien cette première propriété, donc elle est fausse. Alors attention, ici j'ai trouvé un contre-exemple qui montre que elle a plus que la propriété, elle n'est pas vraie pour un nombre, elle n'est donc pas vraie. Vous pourriez trouver un exemple qui marche, alors il n'y en a pas beaucoup, mais le nombre 1 par exemple, 1 donc appartient à Z, d'accord? Je veux un inverse de 1, ça veut dire que je dois résoudre n fois 1 égale 1, et en fait 1 est son propre inverse. 1 appartient à Z, il est son propre inverse. Vous avez aussi moins 1. Moins 1 appartient à Z, et il est aussi son propre inverse. Voilà. Ce sont les deux seuls nombres de Z qui sont leur propre inverse, et qui ont leur inverse dans Z d'ailleurs. Deuxième question, on nous parle des nombres décimaux. La somme de deux nombres décimaux est un nombre décimal. Alors je rappelle qu'un nombre décimal, on va donner la définition quand même. Donc l'ensemble des décimaux, c'est la lettre D. Alors il y a plusieurs façons de caractériser les décimaux. Une façon, c'est un nombre qui peut s'écrire P sur une puissance ici de 10. Voilà, donc avec P donc, appartenant à donc, un entier relatif, donc Z, et N ici un entier. Autrement, c'est un nombre qui possède une écriture donc décimale finie, c'est-à-dire qu'après la virgule, à un moment, ça va s'arrêter, ou alors il n'y a que des zéros. Donc, on va prendre deux nombres décimaux, donc soit x et y décimaux, d'après la définition que je vous ai donnée, donc il existe donc un couple, alors ici P1, donc ici P2, appartenant donc à Z carré, et il existe donc un couple N1, N2, appartenant à N carré, tel que donc x s'écrit donc P1 divisé par 10 puissance N1 et y s'écrit P2 divisé par 10 puissance N2. Donc si je regarde x plus y, j'ai donc P1 sur 10 puissance N1 plus P2 sur 10 puissance N2. On va mettre ça au même dénominateur. Inutile de chercher le dénominateur optimal, on va tout simplement prendre comme dénominateur le produit. Donc 10N1 fois 10 puissance N2. Donc en haut, là j'ai 10 puissance N2 fois P1 plus 10 puissance N1 fois P2. Dessous, c'est ça qui est intéressant, propriété des puissances, ça fait 10 puissance N1 plus N2. Et en haut, on a donc un nombre que je vais appeler ici P, d'accord? Et là, on a bien une forme P sur 10 puissance n, d'accord, avec P entier relatif et n entier naturel. Donc, il faut quand même bien conclure. Donc, x plus y s'écrit P sur 10 puissance n, avec donc P qui est 10 puissance n2 fois P1, plus 10 puissance n1 fois P2.
Et ça, eh bien, c'est un somme et produit d'entiers relatifs. Donc ça appartient bien à Z. Et n est égal à n1 plus n2 qui appartient bien à n. Donc effectivement, x plus y possède bien une écriture caractéristique des décimaux. Donc x plus y appartient à l'ensemble des décimaux. Donc la deuxième proposition est vraie. On continue la troisième. Est-ce qu'un tiers est un nombre décimal? Alors ici, supposons qu'un tiers soit un nombre décimal. Alors je vous le dis tout de suite, un tiers n'est pas décimal, hein, vous le savez. Alors, certains diront, un tiers n'est pas décimal parce que il s'écrit 0,33333. Alors ça, c'est pas une explication, parce que c'est pas parce qu'il possède une écriture infinie, ici, avec ici une répétition de séquence non nulle, que c'est un nombre qui n'est pas décimal. D'accord? Parce qu'il y a des noms un peu tordus. Par exemple, si vous prenez 0,09999, etc., il n'y a que 9, et ça, on sait que ça fait 1. D'accord? Donc, l'idée d'utiliser une écriture décimale infinie sans répétition, ça peut être parfois un peu limite comme explication. Donc, nous, on sait qu'un tiers n'est pas décimal, donc vous pouvez tout de suite répondre ici que c'est faux. Mais la démonstration qu'on va utiliser, c'est simple, on va raisonner par l'absurde. Donc, supposons un tiers appartient à D. D'accord? Donc, il existe un entier relatif P et un entier N. D'accord? Alors ça, je l'ai écrit comme ça. J'aurais pu écrire un couple Pn appartenant donc au produit cartésien Zn, voilà, tel que donc 1 tiers est égal à P sur 10 puissance n. Ici, ça nous donnerait donc 10 puissance n égale 3 fois P. Donc, ça veut dire d'ailleurs que 3 divise 10 puissance n. Alors pour le détailler, on va donc scinder 10 puissance n, c'est 2 puissance n fois 5 puissance n, égale 3p. Donc ça veut dire ici, eh bien, que puisque 3 est un nombre premier, 3 est un nombre premier, c'est-à-dire que 3 divise soit 2 puissance n, soit 5 puissance n, d'accord? Et comme il est premier, ça veut dire qu'il divise soit 2, soit 5. On sait que c'est faux. Donc ici, ça impliquerait que 3 divise 2, ou 3 divise 5. C'est absurde. Donc, un tiers, évidemment, n'appartient pas à D. Quand on est en seconde, on peut expliquer ça aussi autrement, en sachant que les diviseurs de 3, ce sont les nombres dont la somme des chiffres est un multiple de 3. Or, 10 puissance n s'écrit à 1, avec ici, donc on a 0, et ici, 10 puissance n, eh bien il y a n0. Donc la somme des chiffres de 10 puissance n, elle est égale à 1. D'accord? Elle n'est pas divisible par 3. Donc 10 puissance n n'est pas divisible par 3. Et comme ça n'est pas divisible par 3, forcément 10 puissance n ne peut pas faire 3 fois un entier. Donc on a bien ici quelque chose d'absurde. Question 4. Maintenant, il est question de nombres irrationnels. Alors je rappelle quand même que les nombres rationnels, c'est donc l'ensemble noté Q. Ici, c'est l'ensemble des quotients, donc P sur Q, avec donc P appartenant à Z, Q appartenant à Z étoile, hein, et on peut prendre P premier avec Q. D'accord? Voilà. Donc P et Q sont premiers entre eux. On note ça comme ceci. Donc P et Q premiers entre eux. Autrement dit, non pas de diviseur commun autre que 1 et moins 1. Donc nous, pour montrer que racine de 5 est un irrationnel, on va raisonner par l'absurde. Donc supposons que racine de 5 appartienne à l'ensemble des rationnels. Dans ce cas-là, il existe donc P et Q, donc appartenant à Z, Z étoile, d'accord, avec P et Q premiers entre eux, tel que P sur Q est égal à racine de 5. Donc là, eh bien, on va transformer. Ça veut dire que P serait égal à racine de 5 fois Q. D'accord? Donc, au carré, P carré vaudrait 5Q carré.
Donc ça voudrait dire qu'ici, P carré est un multiple de 5, d'accord? Donc on peut dire que 5 divise P carré. Mais 5 est un nombre premier. Un nombre premier qui divise un produit, théorème important, Gauss, eh bien ça veut dire que 5 divise bien l'un des deux. Donc comme c'est les mêmes, P fois P, eh bien 5 divise P. D'accord? Première chose, comme 5 divise P, donc P peut s'écrire 5 fois quelque chose. On va écrire 5 fois K. Donc ça veut dire qu'il existe K antirelatif tel que P égale 5 fois K. Ça, je le mets dans ma relation avec le carré. Ça veut dire qu'ici, P carré, donc 25K carré, est égal à 5Q carré. Donc, on simplifie par 5. 5K carré est égal à Q carré. Et là, vous voyez, cette fois-ci, c'est Q carré qui est maintenant multiple de 5. Donc, 5 divise Q carré. Comme 5 est toujours premier, ça veut dire que 5 divise Q fois Q. Donc, 5 divise l'un des deux, mais comme ce sont les mêmes, 5 divise Q. Donc ça veut dire qu'ici, 5 divise à la fois Q et P. Donc, on va écrire que 5 divise P et Q, d'accord? Or, P et Q sont premiers entre eux, d'accord? Ça veut dire que le PGCD de PQ, c'est 1. Or, si 5 divise P et Q, 5 donc divise P, le PGCD de P et Q. C'est pas possible parce que 5 ne divise pas 1, donc ça c'est absurde. Hein. Deux nombres premiers entre eux ne peuvent pas être divisibles tous les deux par 5. Ça veut dire que leur PGCD est divisible par 5. Donc ça ne va pas. Donc on a quelque chose d'absurde. Donc forcément, racine de 5 n'appartient pas à l'ensemble des rationnels. Donc c'est un irrationnel. Donc ici, là, c'est donc vrai. Racine de 5 est bien un nombre irrationnel. Cinquième affirmation, donc pour tout n, racine de n est un nombre irrationnel. Ben, c'est tout à fait faux. Alors, pour dire que c'est faux, il faut trouver un contre-exemple. Faux. Par exemple, pour n égale 9, racine de 9 est égale à 3, et 3 n'appartient... Enfin, et 3 est un rationnel. Donc, ça veut dire que racine 9 n'est pas irrationnel. Quand j'ai pris 9, j'aurais pu prendre 16, j'aurais pu prendre 4, voilà. Et j'aurais même pu prendre racine de 1, j'étais jusqu'à 9, mais effectivement, racine de 1, ça fait 1, ça n'est pas un nombre irrationnel. On peut même prendre encore plus simple, ici on peut prendre racine de 0, racine de 0 c'est 0, donc ici on sait bien que 0 n'est pas un irrationnel non plus, d'accord, puisqu'il est rationnel. Voilà, question rapide. En termes de rédaction, l'ensemble des irrationnels, alors comment est-ce qu'on peut le noter? Donc les rationnels, je vous dis, c'est Q, donc les irrationnels, on peut noter ça, donc c'est l'ensemble des réels, privés, donc des rationnels, donc c'est R, ici, privé de Q. Voilà, donc ici, effectivement, racine de n n'est pas toujours dans R privé de Q. Sixième affirmation, la somme de deux irrationnels est un nombre irrationnel. Alors là, c'est tout à fait faux. Directement, il faut prendre les cas les plus simples. On prend par exemple racine de 5, puisqu'on a démontré, racine de 5 appartient effectivement à R, donc privé de Q. Donc, ça veut dire que son opposé, moins racine de 5, appartient aussi à R privé de Q. Et quand on fait racine de 5 plus moins racine de 5, c'est égal à 0, et on vient de le dire, et 0 n'appartient pas à R privé de Q. D'accord, car 0 appartient au rationnel. Donc, conclusion, eh bien, on vient de trouver un contre-exemple. Donc, la propriété 6, elle est fausse. Donc, la somme de deux nombres irrationnels n'est pas toujours un nombre irrationnel. Donc, proposition, elle est donc fausse. Donc, on a ici faux. Et là, on vient de montrer ici que c'est faux. Septième et dernière question sur ces ensembles de nombres. Septième question. La somme d'un nombre rationnel et d'un nombre irrationnel est un nombre irrationnel. Donc là, on va montrer que ceci est vrai. Alors, comment on fait? Eh bien, on va donc prendre deux nombres. On prend donc soit x, un nombre rationnel, donc soit x appartenant à q, d'accord? Et on prendra y appartenant à r privé de q, d'accord? Donc x appartient à q. Donc, il existe un couple, on a toujours la définition, donc un couple PQ, donc appartenant à Z
donc croix Z étoile, avec P et Q premiers entre eux, tel que, donc, X est égal à P sur Q. Y appartient à R, donc privé de Q, donc c'est un irrationnel. Alors le problème, c'est qu'on n'a pas d'écriture des irrationnels, d'accord? Ce qu'on sait sur les irrationnels, c'est que ce ne sont pas des rationnels, donc on va devoir encore raisonner par l'absurde. Donc on va supposer que la somme est rationnelle. Donc supposons que X plus Y est un rationnel, donc appartient à Q. Donc ça veut dire qu'il existe, alors ici on va prendre d'autres lettres, A et B, donc appartenant à Z, croix Z étoile, avec A et B premiers entre eux, tel que, eh bien donc notre somme X plus Y est égale à A sur B. Et il faut montrer qu'il y a une impossibilité dans cette supposition. Donc ça veut dire quoi? Donc X plus Y égale A sur B. Ça veut dire que X plus Y égale A sur B. En même temps, je supposais que X égale P sur Q. Ces deux choses-là me disent que donc, P sur Q, j'ai mis un B ici, P sur Q plus Y est donc égal à A sur B. Donc ça veut dire que Y est égal à A sur B moins P sur Q. Ça veut dire qu'Y, c'est une soustraction de deux nombres rationnels. Alors, on sait qu'une soustraction de deux rationnels, c'est un rationnel. On va quand même le montrer en mettant même dénominateur. Ici, on met donc B fois Q, AQ moins AQ moins BP. Alors ça nous pose un gros problème parce que AQ moins BP appartient à Z. Donc, soustraction de deux produits d'entiers. Donc ici, c'est un entier. B fois Q, ça appartient à Z étoile puisque B et Q sont des entiers relatifs non nuls. Conclusion, eh bien donc, ça veut dire que Y s'écrit comme un quotient d'un nombre relatif sur un nombre relatif sans nul. Donc ça impliquerait que Y appartient à Q. Et ça, c'est absurde parce qu'on a notre hypothèse de départ, c'est que, eh bien, Y, on a Y qui doit être un irrationnel. Donc Y ne peut pas être rationnel et en même temps irrationnel. Donc notre supposition ici, eh bien, elle est fausse. Donc, forcément, X plus Y, eh bien, n'appartient pas à Q. Donc X plus Y appartient bien à l'ensemble des irrationnels. Conclusion, eh bien, cette affirmation 7, elle est vraie. Et on a donc terminé avec ces sept affirmations. Alors, des démonstrations, vous voyez beaucoup de démonstrations par l'absurde. Voilà, on va s'arrêter là pour cette première partie, pour ne pas mélanger, on va dire, les gens. Pour la prochaine étape, on s'occupera de la géométrie, donc géométrie dans le plan, géométrie dans l'espace, toujours accessible ici à des élèves. Alors pour la géométrie dans le plan, donc je l'ai dit, pour des élèves de première, et pour la géométrie dans l'espace, pour les élèves de terminale. Voilà. À très bientôt.